Michel Sapin. Il y a près d'un an, jour pour jour, François Hollande renonçait à l'élection présidentielle. On ne l'a jamais autant vu et entendu. D'ailleurs, demain, il sera avec Sud-Ouest à Bordeaux pour les tribunes de la presse. Il verra Barack Obama samedi. Il a eu le prix de l'humour politique hier. Est-ce un problème pour son successeur, Michel Sapin ? Je ne vois pas pourquoi c'est un problème pour son successeur. Enfin, en tous les cas, il ne faudrait pas qu'il se soit dans la tête d'Emmanuel Macron un problème. Un président de la République de l'âge de François Hollande qui décide de n'être pas candidat, on peut s'interroger ensuite sur les raisons pour lesquelles il n'a pas été candidat, mais qui décide de n'être pas candidat, ne quitte pas, et d'ailleurs il n'a jamais dit qu'il quittait le débat politique. Il faut faire attention, parce que immédiatement, dès que je dis ça, vous dites c'est donc qu'il a une idée, il va vouloir... on va vous poser la question, il va vouloir diriger le PS, il va vouloir revenir comme candidat à la présidence de la République. Moi je dirais très simplement, ne soyez pas victime du syndrome Sarkozy. C'est pas parce que Nicolas Sarkozy avait dit « je m'en vais » et qu'il est revenu à la tête d'un parti et avec la volonté d'être candidat que ça va être la même chose. Et l'Élysée semble vivre Hollande. mal tout de même, toutes ces interventions. Vous en pensez quoi, vous ? Alors je ne veux pas faire de la politique psychologisante. Parce que la politique, ça doit être rationnel. Et j'espère que chacun y met du rationnel. Donc je ne vais pas m'interroger sur la raison pour laquelle un successeur aurait vis-à-vis de son prédécesseur, auquel il doit beaucoup. Pourtant, Michel Sapin... tout, telle ou telle gêne. Il n'a aucune gêne à avoir. Auquel il doit tout ? Oui, il doit beaucoup. Sans François Hollande, il n'aurait pas été secrétaire général de l'Élysée. Ouais. Et évidemment, sans le président de la République de l'époque, qui nomme les ministres, il n'aurait pas été ministre. Et s'il n'avait pas été ministre, je pense que ses qualités, qui sont réelles, son intelligence, son engagement, ne se seraient pas vus comme cela s'est vu lorsqu'il était ministre. Et donc Emmanuel Macron, si je vous entends bien également, il ne rend pas l'appareil aujourd'hui ? Oui, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Parce pourquoi je vous le dis ? Parce qu'après, on rebondit de petits mots en petits mots, de déclaration d'entourage à déclaration d'entourage. Quoi qu'il en soit, ce sont les faits. Il y a dans la relation entre deux hommes toujours des choses qui sont peu perceptibles, qui leur appartiennent, qui sont dans leur intimité. Mais ce sont deux hommes politiques. Et moi, je souhaiterais que ces deux hommes politiques, et tout particulièrement celui qui est le plus jeune en politique, aient une vision raisonnée, rationnelle, en particulier de ce qu'il y a aujourd'hui dû à l'action de son prédécesseur. Qu'y aurait-il de mal, qu'y aurait-il de préjudiciable pour le président d'aujourd'hui à dire que, par exemple, la situation économique de cette année, je ne parle pas de dans un an ou dans 2 ans, elle est due à quoi ? À des décisions, en particulier, prises par son prédécesseur. Il peut le dire d'autant plus que, comme il a été ministre de l'économie, il a participé à ces décisions. Qu'il a été un principal conseiller du président de la République précédent, et donc il a participé à ces décisions. Je pourrais prendre toute une série d'exemples. La formation professionnelle, aujourd'hui, elle va être réformée, c'est très bien. Il faut l'approfondir. Mais approfondir quoi ? La réforme qui avait été menée précédemment. Michel Sapin, je reste sur François Hollande. Il s'est confié à Sud-Ouest dimanche il y a peu, on l'a rencontré. Je vais vous donner ces mots. Je suis attentif à tout ce qui se passe, je veux être utile. Et en privé, il dit « je suis en réserve ». Comment vous le comprenez et comment le grand public peut le comprendre ? Il est en réserve de quoi, Michel Sapin ? Non, l'adjectif qui est le plus, je crois, qui reflète le plus sa pensée, c'est « je veux être utile ». Et quelqu'un qui a vécu ce qu'il a vécu, qui a décidé ce qu'il a décidé, je pense en particulier au niveau international, au niveau sécuritaire, mais aussi dans le domaine économique, a quelque chose à apporter à son pays. Mais vous l'avez dit, il n'a pas renoncé a quelque chose à apporter à sa famille politique, qui est celle de la gauche. Il a toujours été à gauche, il est à gauche, et il peut apporter à la gauche, qui est, convenons-en, mal en point aujourd'hui, il peut apporter aussi des éléments pour lui permettre de rebondir. Je vais prendre un exemple assez précis sur la ligne que pourrait incarner éventuellement François Hollande dans les prochaines années, parce que la ligne qu'il incarnait, c'était la social-démocratie, vous êtes d'accord ? Social-libéralisme. Comme on voudra. Ouais, non, social-libéralisme, c'est important, parce que regardez ce qu'a terme. fait le Parti socialiste, par exemple, sur les ordonnances. Tout le Parti socialiste a voté contre le texte des ordonnances qui a été voté à l'Assemblée nationale. Ceux qui, aujourd'hui, se disent encore au Parti socialiste et qui incarnent cette ligne social-démocrate, vous croyez vraiment qu'ils se reconnaissent dans ce vote négatif ? Oui, moi je comprends tout à fait, et c'est normal que le groupe socialiste à l'Assemblée nationale ou au Sénat ait voté contre ces ordonnances. Pourquoi ? Pas parce que tout serait mauvais dans ces ordonnances, mais comme le disent très bien les organisations syndicales, parce que ce sont des textes qui sont déséquilibrés. Il y a beaucoup pour la flexibilité dans l'entreprise, et parfois cette flexibilité est nécessaire. Nous avons agi dans ce sens-là, mais il n'y a pas grand-chose pour la sécurisation des salariés eux-mêmes. Alors que nous avions toujours fait attention à équilibrer entre cette
flexibilité pour l'entreprise et cette sécurité supplémentaire pour les salariés. Et donc, devant ce déséquilibre, il me paraît légitime d'avoir un vote négatif. Mais un vote négatif ne veut pas dire que telle ou telle disposition serait contraire à ce que nous avons fait ou serait contraire à ce que nous voudrions faire. Michel Sapin, quand Didier Guillaume, le patron des sénateurs socialistes, félicite sur Twitter Olivier Dussopt, le député de l'Ardèche, pour son entrée au gouvernement, est-ce que c'est une faute? C'est un sujet qui fait débat au sein du Parti socialiste. Vous dites quoi? C'est en tous les cas une maladresse. Donc quand on est socialiste, on est dans l'opposition, on est contre non, mais ce c'est gouvernement. C'est une maladresse de la part du président du groupe socialiste au Sénat. Je comprends parfaitement la relation amicale. Moi, j'ai aussi des amis à droite. Ou des amis qui sont au gouvernement et qui se disent encore aujourd'hui de gauche. Et je peux avoir avec eux, dans l'intimité, dans le privé, une relation qui est une relation d'amitié et éventuellement d'estime, de félicitations pour tel ou tel poste occupé. Mais ça, c'est l'ordre du privé. Dans la politique, il faut faire attention, parce que sinon, on donne le sentiment qu'on trouble encore un peu les cartes. Voilà. Donc, les cartes sont claires aujourd'hui, et sans que ce soit systématique, sans que ce soit du noir et blanc, le Parti socialiste est dans l'opposition. C'est pas pour autant qu'on va souhaiter l'échec de tout le monde, l'échec de la France. Donc vous nous dites que quand le PS, c'est l'opposition. Il ne peut pas y avoir autre chose. Donc quand Didier Guillaume le félicite et qu'il dit qu'il est Macron-compatible, là, il y a un problème de ligne. Je ne sais pas s'il a dit qu'il était Macron-compatible. Il nous l'a dit sur ce plateau. En tout cas, pas dans le tweet dont nous parlons. Oui, il nous l'a dit ici même. Être dans l'opposition, je ne l'ai jamais considéré. J'ai été parfois dans l'opposition, parfois dans la majorité. D'ailleurs, je vais dire à peu près aussi souvent dans la majorité que dans l'opposition au cours de ces 40 dernières années. On n'est pas pour autant imbécile. On n'est pas pourtant systématique. Enfin, en tous les cas, nous sommes justement différents d'une certaine gauche qui est par définition toujours contre, ou d'une certaine droite qui serait par définition toujours contre. On peut parfaitement avoir un jugement mesuré, mais un jugement déterminé sur la politique qui est menée aujourd'hui. C'est Michel Sapin qui est l'invité de Territoire d'Info en direct ce matin sur ce plateau, l'ex-ministre de l'économie et des finances, très proche de François Hollande aujourd'hui. Michel Sapin, ni la droite et encore moins le PS ne semble, aux yeux des Français en tout cas, capable d'incarner l'opposition. Beaucoup de sondages l'attestent. Est-ce qu'Emmanuel Macron a définitivement cassé le clivage gauche-droite ? Certainement pas. Et ne soyez pas impatients. Je dis ça aussi bien pour les observateurs, vous les êtes, que pour les acteurs du côté politique. Lorsque un paysage politique a été autant bouleversé, il a été profondément bouleversé. Et c'est une bonne chose ? Au cours de l'année dernière, c'est un fait. Moi, je préférais qu'une gauche de la responsabilité soit aujourd'hui au pouvoir, clairement. Ce qui n'empêcherait pas de dialoguer avec une droite de la responsabilité. Mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Il paraît que c'est ni gauche ni droite, ou que c'est et gauche et droite. Chacun comprendra ce qu'il voudra y comprendre. Donc, je le regrette, parce que je pense que ce clivage, j'aime même pas trop le terme de clivage, mais cette structuration du débat politique en France, entre une pensée de droite raisonnable et une pensée de gauche qui est de la gauche de gouvernement, c'est très important. C'est quelque chose qui structure et qui structure profondément la pensée des Français. Et ça n'a pas disparu pour autant. Mais donc vous avez un paysage bouleversé. Vous pensez que c'est en l'espace de quelques mois, en l'occurrence 6 mois ou 7 mois, que tout va se reconstruire ? Non. Il faut du temps pour que cela reconstruise. Il faut du temps pour que cela reconstruise du côté du Parti socialiste. Il y a des étapes. Il faut les prendre une par une, on en reparlera certainement. Et il faut du temps aussi, me semble-t-il, du côté de la droite, même si je ne trouve pas qu'elle prenne aujourd'hui le bon chemin avec une forme de radicalisation du discours au sein des Républicains. Michel Sapin, si on revient sur le PS, vous l'aviez abordé, il paraît que le nouveau siège de Solferino s'est déplacé rue de Rivoli dans les bureaux de François Hollande. Est-ce que c'est... on sait que ça consulte beaucoup. Il nous l'a dit, je ne sollicite personne, mais je reçois quand on le demande. Voilà une bonne expression. Il ne sollicite personne, mais quand quelqu'un veut venir le voir, il le voit. C'est pas tout à fait ce qu'on appelle quelqu'un qui tirerait les ficelles. Quelqu'un qui tire les ficelles, et il va chercher la ficelle et il va chercher la marionnette en dessous. Ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et je ne sais pas qui vous dit qu'on s'est déplacé rue de Rivoli, mais c'est évidemment faux. Il n'appartient pas, je le dis clairement, à François Hollande de décider de qui sera à la tête du Parti socialiste. Il n'appartient pas à François Hollande, ancien président de la République, avec toute sa vie de gauche, aussi bien qu'il connaisse la vie interne de ce parti, de décider des équilibres au sein du Parti socialiste. Je le dis clairement. C'est une autre génération. Qui sont des intérêts ? C'est une autre génération qui était appelée à avoir des responsabilités au sein du Parti socialiste. Et il faut respecter autre génération que celle à laquelle je peux appartenir et à laquelle appartient le président de la République, on va dire les plus de 60 ans. Vous, à titre personnel, vous êtes plutôt Najat Vallaud-Belkacem ou Stéphane Le Foll ?
C'est une nouvelle génération, Stéphane Le Foll? C'est pas un piège. Oui, mais c'est la génération suivante. Stéphane Le Foll, c'est la génération de ceux qui ont entre 50 et 60 ans. C'est à peu près tous les 10 ans dans les vies Et politiques. votre réponse? Franchement, je vous le dis tout de suite, même si je comprends tout à fait cette question, et même si je vois bien que ça occupe les esprits au sein du Parti socialiste, rentrer par les noms, c'est aller à l'échec dans cette reconstruction du Parti socialiste. Donc vous rentrez par quoi alors? C'est des lignes? Et si on essayait de rentrer par l'intelligence, au lieu de jouer aux petits chevaux en disant voilà, c'est le bleu, c'est le rouge, c'est le jaune qui va gagner. Si on pensait à... Parce que ça manque un peu aujourd'hui quand même, non? C'est quoi le socialisme, les valeurs qui sont les nôtres dans ce monde d'aujourd'hui, et même dans ce monde politique d'aujourd'hui? Quelle relation entre les socialistes et cet exercice étrange du pouvoir qui parfois brouille les pistes, qui rend difficile d'avoir des repères. Donc il faut penser le socialisme d'aujourd'hui et donc le socialisme de demain. C'est ça le travail le plus important. Et d'ailleurs, de ce point de vue, quand Stéphane Le Foll dit « parlons du texte que je propose et vous préoccupez pas trop de la question des noms », il a raison. Il faut partir. Donc il a votre préférence. Mais il a votre préférence. Dès que je dis ça, vous me dites, il a ma préférence. Question d'incarnation, Personne n'a la préférence qui serait la mienne, et encore moins la préférence du président François Hollande. Et quand on parle de Najat Vallaud-Belkacem ou de Stéphane Le Foll, tous les deux et beaucoup d'autres avec eux ont vocation à être dans la majorité du Parti socialiste de demain. Luc Carvounas, qui est donc député socialiste, vient d'annoncer sa candidature pour le poste de premier secrétaire. Il veut rassembler tout le monde dans la même famille. Est-ce que ce serait un bon premier secrétaire? Oui, mais vous voulez recommencer avec la course des petits chevaux. Alors, il y a un nouveau petit cheval qui vient d'arriver sur la scène. Non, mais Luc Carvounas, donc chacun connaît l'itinéraire. C'est une annonce de candidature, faut vous non, bien sûr. Non, mais je ne vais pas vous critiquer pour cela, mais vous comprendrez que pour moi, je vais vous répéter la même chose. Luc Carvounas, il a, de par son itinéraire, vocation à être dans cette majorité qu'il veut rassembler. Qu'aujourd'hui, ils disent quelles sont ses volontés, qu'ils disent quelle est son ambition, elle est parfaitement légitime, mais le moment viendra où tout cela, et c'est eux qui le décideront, personne d'autre à leur place, où tout cela devront se rassembler, parce que le prochain congrès, c'est pas le congrès qui désigne le prochain candidat à la présidence de la République. Le prochain congrès, c'est la première étape d'une reconstruction qui sera lourde du Parti socialiste.